Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Salut à toutes, salut à tous. La dernière classique de printemps, ce n'est pas Liège-Bastogne-Liège, mais c'est Eschborn-Francfort. Et c'est cette course que l'on va suivre aujourd'hui. La seule course World Tour qui se déroule en Allemagne. C'est une classique d'environ 200 km, 198 pour être exact, au profil assez vallonné, mais qui se termine en général par un sprint. La question, c'est de savoir si ce sera un sprint massif avec tout le peloton, ou plutôt semi-massif avec seulement un groupe réduit à l'arrivée. Quand on regarde le palmarès, on se rend compte que ce sont quand même souvent des sprinteurs qui s'imposent depuis que la course est devenue World Tour en 2017. C'est Alexander Kristoff qui s'y est imposé à 4 reprises, de 2014, 2016, 2017 et 2018. Puis on a eu Pascal Ackermann, un pur sprinter en 2019, Jasper Philipsen, autre pur sprinter en 2021, Sam Bennett, encore un pur sprinter en 2022. Les 2 dernières années, par contre, ce sont Søren Kragh Andersen et Maxime Van Gils, plus des profils de punchers sprinters qui se sont imposés, car lors de ces 2 dernières éditions, le peloton était arrivé en nombre réduit et les meilleurs sprinters avaient été éjectés du peloton. Donc voilà, toute la question se pose là. Est-ce que le peloton arrivera groupé ou est-ce que des sprinters seront distancés dans les différentes difficultés du jour? Au cours de cette étape, on montrera d'abord le Fedberg par son côté le plus long, 11 km à 5%, puis le Malmolsheim, 2,5 km à 7,5% que l'on montrera à 2 reprises environ à mi-course. On remontera ensuite le Fedberg, mais par son côté plus court, mais plus pentu, 8 km à 6%. Et ensuite, ce sera une longue phase de transition, quelques petites remontées, mais c'est plutôt plat jusqu'à une dernière ascension du Malmolsheim et ses 2 km 500 à 7,5%. Ça, ce sera à 35 km de l'arrivée et ce sera la dernière occasion pour éliminer les sprinters car le reste sera entièrement plat et devrait donner l'occasion justement aux sprinters qui auront été distancés dans cette dernière ascension de revenir pour se mêler au sprint que l'on attend, logique à l'arrivée. Du coup, qui on a comme coureur, comme favori? On a les purs sprinters que sont Sam Welsford ou Laurens Pitty, voire Roger Adria pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. On a Tim Thorn Teutenberg pour la Lidl Trek. Jasper Philipsen, ancien vainqueur, est bien là pour l'Alpecin de Koenig qui sera peut-être le plus principal favori du jour. On a Pascal Ackermann, autre ancien vainqueur au départ pour l'Israël Premier Tech, qui sera épaulé de Jack Stewart. On a Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, Tobias Lund Andresen pour la Picnic Post NL, Arne Marit pour l'Intermarché Venti, le duo McTonissen-Kesbol pour l'XDX Astana Team. Voilà les meilleurs sprinteurs au départ, mais on a aussi les punchers sprinters, ceux qui, si les principaux sprinters auront été éliminés, eux devraient être là dans le final. Parmi ces coureurs, on a Alex Aramburu pour la Cofidis, Nelson Poles pour l'IF Education Easy Post, Thibaut Nice pour la Lidl Trek, Maximian Charman pour la Quick Step. On a surtout le duo Julien Alaphilippe et Marc Hirschi qui sont là pour la Tudor Pro Cycling Team. On a Matej Moric pour la Bahrain Victorious, Michael Matthews pour la Jayco Alula, Magnus Cort Nielsen qui sera là pour l'Uno-X, pas de Alexander Kristoff, le quadruple vainqueur, mais Magnus Cort est lui bien là, Stephen Williams pour l'Israël Premier Tech, ou encore Warren Barguil, côté français pour la Picnic Post-NL. Notez qu'il n'y a que 18 équipes au départ, 14 équipes au World Tour et 4 équipes invitées que sont la Tudor, la Q36.5, l'Uno-X et l'Israël. Et ça veut donc dire qu'on a 4 équipes World Tour qui ne sont pas là, qui ont choisi de ne pas participer à cet Eschborn-Francfort, et notamment les 2 équipes françaises que sont la Decathlon AG2R La Mondiale et la Groupama FDJ, en plus de l'Ineos Grenadier et de la Visma Lease the Bike. Voilà les 4 équipes qui n'ont amené personne sur cet Eschborn-Francfort, qui n'est donc pas la plus prestigieuse des classiques évidemment, mais ça reste une course World Tour, c'est une classique. Quand on a son palmarès, ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, on va voir qui sera le meilleur et surtout quel sera le scénario de la course. Si on aura un sprint massif ou un groupe plus réduit à l'arrivée, voire pourquoi pas une échappée victorieuse, une attaque en solitaire, tout est un petit peu aussi possible.
dans cette Eschborn-Francfort, la 62e édition de cette course en Allemagne. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le drapeau est agité, le départ est donné pour cette Eschborn-Francfort, dont je n'ai pas précisé, mais le tenant du titre, Maxime Van Gils, n'est pas là, le coureur de la Red Bull Boranzoro, qui n'est pas venu. On a déjà des premiers coureurs qui tentent d'attaquer pour faire une différence, prendre l'échappée d'entrée. Mais il y a probablement beaucoup de monde qui va vouloir prendre cette échappée, ça se fera pas facilement. Beaucoup d'attaques dans ces 5 premiers kilomètres, mais pour l'instant pas d'échappée formée. Là c'est un coureur de la Bahrain victorieuse accompagné d'un coureur de la Jack Olula qui tente de sortir. Ils sont suivis par... Ils sont 5 là à être sortis, avec un coureur de l'Intermarché, un coureur de l'Israël, un coureur de l'IF aussi. Mais le peloton est en poursuite. Ils ont pris 100 mètres d'avance quand même. C'est les premiers, ils sont 6. Il y a un autre coureur qui est avec eux. Ils sont les premiers à avoir fait un véritable écart avec le peloton. Mais le peloton en file indienne là sur un long pont qui sort de Francfort et qui est en train de revenir sur les 6 hommes qui ont tenté de s'échapper là. On a vu Arne Marit, un sprinter qui essayait de prendre l'échappée, alors qu'il passe à l'instant là sur la ligne d'arrivée. Ils vont désormais s'en éloigner pour revenir dans 190 km. On a Sam Walsford qui était en tête du peloton et qui a pris un rythme lent parce qu'il y a Laurens Pitty qui est sorti juste devant. Il a un coureur de l'Arkea BNB Hotel dans sa roue. 2 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance. Il s'est retourné, Laurens Pitty, pour voir le signe de Sam Walsford qui lui a dit ouais, vas-y, continue. Et là, le peloton qui ralentit d'un coup. Donc je pense que les 2 coureurs là vont être les premiers à prendre vraiment de l'avance. Alors par contre, 2, c'est juste le début. Hein. Ils ont 10 secondes d'avance. Laurens Pitty. Et c'est qui est là pour l'Arkea BNB Hotel? C'est Pierre Thierry, le Français Pierre Thierry qui est là. Oh, alors qu'il y a eu il y a un coureur de la Tudor qui est tombé. On vient juste de voir le ralenti, on l'a pas vu en direct, mais alors qu'il essayait de prendre l'échappée dans un virage, il allait trop vite, il a fait une glissade. On n'a pas vu qui c'était. C'est la première chute là, un coureur de la Tudor. J'espère que c'est pas Julien Lafilippe. Côté français, j'ai pas parlé d'un autre coureur qui va avoir sa chance probablement aujourd'hui. C'est Paul Magnier, le coureur de la Soudal Quick-Step. Bon sprinter, mais qui sait aussi grimper. On devrait pouvoir le voir dans le final aussi, Paul Magnier. Attention à lui. 180 km de l'arrivée et ils ne sont que 2 hommes dans l'échappée devant Pierre Thierry et Laurens Pitty. C'est vraiment pas beaucoup, c'est clairement pas assez pour une étape comme celle-ci. Mais ils se sont envolés, ils ont 3 minutes et 7 secondes d'avance sur un peloton qui roule désormais mollo, tranquille, et personne qui n'est parti en contre là pour essayer de les rejoindre. Maintenant qu'il y a 3 minutes, ça fait un peu beaucoup pour partir dans un second temps. Donc le peloton qui est là avec seulement 2 hommes devant ne s'inquiète pas du tout. L'Alpecin de Koenig de Jesper Philipsen qui a pris la tête du peloton, l'écart qui est augmenté jusqu'à 6 minutes, qui est en train de redescendre légèrement alors qu'on est dans cette première ascension du Feldberg. On arrive au sommet, l'écart qui est de 5 minutes 20 entre les 2 hommes de tête et le peloton à 160 km de l'arrivée. Pierre Thierry et Laurens Pitty qui sont partis dans une mission très très compliquée évidemment, à 2 contre plus de 100 courant dans le peloton, ça paraît très 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 compliqué. Et au sommet, c'est Pierre Thierry qui vient passer en tête. Le jeune coureur de 20 ans seulement, Pierre Thierry. C'est un tout jeune Français qui passe devant Laurens Pitty. L'écart qui a vraiment diminué sur cette fin d'ascension. Ils ont 4 minutes et 50 secondes d'avance sur un peloton qui a bien accéléré là, sur cette fin de montée du Feldberg. Désormais, ça va être une longue descente sur environ 40 km, à part quelques petites remontées, jusqu'au premier franchissement du Mamolsheim et ses 2 km 500 à 7,5%. Allez, on est au pied de cette ascension du Mamolsheim et immédiatement là, Laurens Pitty qui semble en difficulté et qui ne suit pas Pierre Thierry. Il a peut-être compris aussi que c'était un petit peu mission impossible et peut-être qu'il préfère ne pas s'épuiser trop parce que là, Pierre Thierry est parti tout seul sans vraiment attaquer, hein, juste en roulant. Laurens Pitty n'a pas vraiment suivi. Ils ont encore 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. On a vu aussi des coureurs de la Lidl Trek et des coureurs de l'Alpecin de Koenig pour maintenir cet écart et revenir petit à petit. Et du coup, il n'y a plus qu'un seul homme devant, c'est le Français Pierre Thierry. Jeune coureur à 20 ans, il a signé pro à l'Arkea BNB Hotel l'an passé, en cours de saison, en septembre. Cette saison, c'est donc sa toute première saison, on va dire, pro entière. On l'a vu sur l'Étoile de Bessèges. Sur Paris-Nice, il était aussi là. Il a fait des classiques comme Het Nieuwsblad, comme Bruges-La-Panne, la E3. Il en a fait beaucoup même, il les a quasiment tous fait. Grand-Wevelgem, à travers les Flandres, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et donc Eschborn-Francfort.
Il a fait la plupart des classiques. Il n'a jamais fait de vrais gros résultats. 48e sur Bruges-la-Panne, je crois, c'est son meilleur résultat pour l'instant. Il n'a pas fini le Tour des Flandres. Il a fait 113e de Paris-Roubaix. Et c'est la première fois qu'on le voit à l'avant dans une échappée. Les autres courses, il avait été resté dans le peloton. Cette fois-ci, il est devant Pierre Thierry pour la première fois de sa carrière, devant dans une course World Tour. C'est bien sûr une mission impossible d'aller s'imposer a priori. Mais au moins, ça sera un jour qui se rappellera sous le soleil de l'Allemagne. Là, il fait beau, tout le monde est dehors, c'est le 1er mai. Alors que Laurens Pittig, que l'on voit, lui, il est vraiment au ralenti. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment mal ou s'il attend, mais là, il a l'air en difficulté, le Néo-Zélandais. Il passe au ralenti. Là, les gens à côté, le bord de la route, ils ont le temps de le prendre en photo, de faire le point et tout. Parce que là, il a l'air déjà à bout, alors qu'on est quand même, on n'est même pas à mi-course pour l'instant. Laurens Pittig, il est parti devant. Ça devait être sa mission, mais il n'avait pas les jambes du tout. Et il aurait bien sûr aimé être dans une échappée à plus que 2. Donc les jambes et le mental sont pas là, a priori, pour Laurens Pittig, qui a laissé Pierre Thierry tout seul. 100 km tout pile de l'arrivée. L'écart qui continue de descendre dramatiquement. Plus que 50 secondes d'avance pour Pierre Thierry, seul en tête. Avec un peloton qui s'anime beaucoup. On a vu l'IF Education Easy Post rouler à fond dans le Mamolshine. C'est eux qui ont les meilleurs peut-être grimpeurs, avec notamment Nelson Poles. Là, sur une partie un peu plus plate, avant de remonter une seconde fois ce Mamolshine dans quelques kilomètres. On voit beaucoup d'équipes travailler. La Uno X, la Tudor, la Red Bull. Et tout ça, bien sûr, ça condamne un petit peu Pierre Thierry à être repris dans très peu de temps. Peut-être même avant cette seconde ascension du Mamolshine, qui s'enchaînera ensuite tout de suite derrière, avec une nouvelle ascension du Feldberg, mais par un côté plus difficile. 8 km à 6% de moyenne. Donc là, on a quasiment 10 km d'ascension à environ 7% de moyenne. Ça va faire mal et on aura les premiers à lâcher. Et Pierre Thierry qui est repris juste au moment passage le plus difficile du Mamolshine, les passages à plus de 10%. Plus d'échappée à 97 km d'arrivée. Et simplement un rythme fort mis dans le peloton par les coureurs de la Jayco et de l'Alpecin. Vous voyez Jasper Philipsen parfaitement placé. Les coureurs de la Red Bull également bien placés. Un peloton encore totalement fourni. Mais pour combien de temps ? C'est la Jayco Alula qui fait le plus gros du tempo dans cette ascension du Feldberg désormais. Un peloton toujours groupé avec Paul Dobel qui est celui qui travaille le plus. À l'arrière du peloton, on voit des coureurs pas encore lâchés, mais en difficulté. En tout cas mal placés. Et on retrouve notamment les Français Julien Lafilippe et Paul Magnier. C'est pas normal là qu'ils soient quasiment dans ces dernières positions du peloton. On retrouve aussi Stephen Williams, Max Kanter, Alex Aramburu qui est également loin. Jasper Philipsen aussi pas forcément très bien placé, plutôt dans la deuxième partie du peloton. Roger Adria, Alessandro Covi, d'autres coureurs qui sont pas très bien placés là, pas loin d'être lâchés. Peloton qui est désormais quasiment en file indienne dans cette ascension. C'est une longue ligne droite à 6% de moyenne à travers la forêt, une route assez large. C'est pas les Alpes, c'est une ascension allemande, c'est donc une grande route à travers la forêt, toute droite, mais pentue. Allez, ça y est, on les a, nos premiers lâchés, avec Max Kanter, le sprinter de l'Astana, avec Gal Glivar, l'équipier de Jasper Philipsen pour l'Alpecin de Koenig. Là, il y a vraiment une accélération, il y a des petites cassures qui se font. Attention de ne pas se retrouver dans le mauvais coup là. Peloton toujours en file indienne, on n'est toujours pas au sommet. Nils Politt, lâché à son tour. Roger Adria pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Un groupe de encore 5-6 coureurs là, qui est distancé. Un peloton qui est toujours quand même avec la plupart des coureurs. Il y a quelques lâchés, mais pas beaucoup, alors qu'on se rapproche du sommet. Sachant que c'était un petit peu, c'est pas la dernière difficulté, mais désormais on va avoir 80 km avec une seule vraie difficulté, la dernière ascension du Mamolshine. Donc là on se dirige plutôt vers un sprint quasi massif si personne d'autre n'est lâché avant la fin de cette ascension. Allez, ça y est, ça commence à exploser vraiment. Ça commence à exploser vraiment dans le dernier kilomètre de cette ascension du Feldberg. On voit Julien Lafilippe qui est lâché. Matej Mohoric également. Il me semble que j'ai vu Thibaut Nice aussi dans ce groupe. Non, ça serait étonnant. Ils sont pas loin. Ils sont pas tout à fait loin du peloton principal. Mais ils se sont pris une cassure. Ce groupe avec Alaphilippe, c'est Anthony Perez et Georg Zimmermann qui sont les deux coureurs là qui s'accrochent à la fin du peloton. Et qui sont en train d'ailleurs de lâcher légèrement. Alors qu'ils sont dans les 500 derniers mètres avant le sommet. Et ils sont pas faciles. Ces 500 derniers mètres, ils sont quasiment à 9%. Et allez, ça bascule au sommet. On a un groupe au final d'une trentaine de coureurs qui est réellement ensemble. Derrière, il y a des petits groupes de 10 coureurs, 5 coureurs. Il est possible que ça se rejoigne un petit peu. Des coureurs qui sont définitivement lâchés, mais d'autres qui pourront revenir a priori.
Dans la descente, on a vu l'équipe Uno-X travailler parce qu'il y a Magnus Cort Nielsen qui est là. Et il a encore 4 équipiers avec lui, très bien représentés dans ce groupe de tête d'une quarantaine de coureurs. On retrouve aussi Alex Aramburu qui est là pour la Cofidis avec quelques équipiers. La Jake Olula qui a beaucoup travaillé, qui est encore là avec Michael Matthews et pas mal d'équipiers. On a Maximilian Sherman pour la Quick Step. Nelson Poles est bien là pour l'IF. Warren Barguil également présent. Par contre, parmi les purs sprinteurs, je ne vois pas grand monde. Je ne vois pas Philipsen. Est-ce qu'il est encore là? Je ne vois pas de Pascal Ackermann, de Sam Welsford. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là, tous ces coureurs. Alors que le groupe avec Julien Alaphilippe est à une quinzaine de secondes derrière. Il se bat pour rentrer, mais pour l'instant, il n'est toujours pas rentré sur le peloton de tête. On est à 50 km tout pile de l'arrivée. Et le groupe Alaphilippe, où on retrouve également Thibaut Nice, où Paul Manier, il me semble, n'est jamais rentré. Et là, la situation est beaucoup plus claire. On a 34 coureurs dans ce groupe de tête. On ne retrouve aucun des sprinteurs. Jasper Philipsen, Pascal Ackermann et tous les autres, Sam Welsford, Roger Adria, ne sont pas là. Désormais, les favoris, c'est ceux qui ont su grimper et qui ont une bonne pointe de vitesse, comme Alex Aramburu, qui est toujours là, Simone Velasco pour l'XDIC Astana Team. On a Alessandro Covi pour la Team Emirates qui s'est accroché, qui est encore là. Warren Barguil, qui est bien là. Marc Hirschi pour la Tudor. On a aussi le jeune Albert Witten Philipsen pour la Lidl Trek. Ça pourrait être une belle carte à jouer aussi. On a Nelson Poles. On a surtout Magnus Cort Nielsen pour l'Uno-X Mobility. Michael Matthews pour la Jake Alula, qui lui aussi est un des plus rapides de ce groupe. On a Maximilian Sherman pour la Soudal Quick Step. Michael Valgren pour l'IF Easy Post. Mattia Cataneo pour la Soudal Quick Step aussi présent. Mais voilà, la situation est désormais plus claire. Ça sera un sprint dans ce groupe-là. En tout cas, ce sera un de ces groupes-là parce que les autres sont beaucoup plus loin. Et ils ne rentreront pas. Les écarts ont d'un seul coup grandi. C'est plusieurs minutes d'écart entre ce groupe et les autres coureurs. Mais pas sûr que tous ces coureurs soient encore là à l'arrivée parce qu'il y a encore une dernière ascension du Molsheim qui devrait en lâcher peut-être encore quelques-uns. Ou peut-être que des coureurs vont tenter une initiative individuelle. Un petit groupe de 2-3 coureurs qui s'échappent pour éviter un sprint massif. Peut-être que les meilleurs grimpeurs qui sont moins bons sprinteurs, des coureurs comme Warren Barguil par exemple, comme Frédéric Dversnes qui est encore là, comme Matteo Badilati, comme Torsten Train, vont tenter de s'échapper pour ne pas arriver à 30. On est dans cette ascension du Molsheim, 36 km de l'arrivée. Et passage assez dur, pentu, plus de 10%. On voit Nelson Poles en tête de ce groupe, avec Albert Witten Philipsen, Eduardo Zambanini pour la barre victorieuse qui est aussi encore là. Alessandro Covi qui passe en tête, qui semble mettre une attaque. Ouais, c'est une attaque là d'Alessandro Covi. Puis Tom Philipsen qui est dans sa roue. C'est plus dur pour les coureurs derrière, notamment pour Alex Aramburu, pour Hugo Hull qui est encore là, le coureur de l'Israël Première Tech. Mais tout le monde savait que ça allait attaquer ici. Et du coup, tout le monde était prêt. Et tout le monde a fini par suivre la roue d'Alessandro Covi, à part quelques retardés. Notamment le leader de la Red Bull, Emile Herzog, qui est encore là, qui est dernier de ce groupe. Accompagné d'Hugo Hull, de Jonathan Lastra. Ils auront peut-être du mal à revenir, mais la situation est courte. Il restera encore 35 km derrière pour revenir. Et devant, il n'est pas sûr que ça se livre à fond. Allez, une nouvelle attaque quand même devant là, avec Sherman, qui a amené 2 coureurs dans sa roue. Un coureur de l'Uno-X, et je crois que c'est Alexandro Covi qui est avec lui. Non, c'est un coureur de la Movistar. Qui est là pour la Movistar? C'est Gregor Moulberger pour la Movistar, avec Andreas Leknesund de l'Uno-X et Maximilian Sherman. Voilà les 3 coureurs qui ont réussi à faire un petit écart là sur les autres. Mais c'est vraiment que Sherman qui a attaqué, qui a fait le travail. Les 2 autres l'ont suivi. Ils sont toujours dans sa roue. Et ils ont fait un vrai écart là. 10 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête à 30 km de l'arrivée. Derrière le groupe qui n'est pas forcément très organisé. On a vu des initiatives individuelles. Là désormais c'est Emile Herzog, le coureur de la Red Bull Boransgro, qui prend la tête et qui travaille. Il a encore Nico Detz ou Giovanni Aleotti dans son équipe ici. Ainsi que le Danois Frédéric Vandal. Donc il y a encore 4 coureurs de la Red Bull bien représentés. La Uno-X et la Movistar sont aussi bien représentés avec 4 coureurs chacun. Mais ils ont un coureur dans l'échappée. Donc forcément c'est pas eux qui vont rouler. Et la Jake Alula de Michael Matthews, ils ont encore aussi quelques coureurs, donc ce serait aussi normal qu'eux viennent travailler pour revenir sur ces 3 hommes de tête. L'écart qui grandit, 18 secondes désormais. Il reste encore du temps, c'est une longue partie plate, mais attention à ces 3 hommes de devant. Nelson Poles qui est sorti, que des initiatives individuelles encore une fois, mais Poles il a réussi à sortir. Le problème c'est qu'il a amené avec lui un coureur de la Uno-X qui est dans tous les coups. Cette fois-ci c'est Frédéric Dversnes. Ils suivent toutes les attaques, comme ça
Ils n'ont pas travaillé parce qu'ils on a Magnus Cort dans le groupe derrière qui est notre sprinter. Ils sont en train de revenir sur les 3 hommes de tête, peut-être pour former un groupe de 5 coureurs. Mais il n'y a que 8 secondes d'avance sur le peloton derrière. Donc c'est vraiment... Ça tient à fil, on est à 20 km de l'arrivée. Et ça s'entend pas très bien devant. Le problème avec les coureurs de Cetunovic, forcément ça fait des petites tensions. Il y a des petites discussions. Et on n'est pas forcément 100% impliqué dans cette échappée. S'ils étaient 3 coureurs vraiment impliqués, ils auraient peut-être plus de chance. Ils sont de nouveau tous ensemble. Il n'y a plus personne devant. D'abord Poles et Svernez. Puis finalement les trois autres, Charman, Leknesund et Mühlberger ont été repris. Et désormais, c'est Lunovic qui est en tête du peloton et qui va rouler pour éviter qu'il y ait d'autres initiatives de ce genre. Parce qu'ils ont confiance en Magnus Cort, qui est clairement un des meilleurs sprinteurs dans ce groupe. On va dire avec Michael Matthews, avec Alex Aramburu. C'est peut-être là les 3 favoris du jour, vu que les principaux sprinteurs ne sont plus là, lâchés depuis longtemps. 3 km de l'arrivée, Nico Denz a tenté de sortir, Emil Herzog aussi, les coureurs de la Red Bull qui ne sont pas des gros sprinteurs, plutôt des gros rouleurs, tentent de sortir, mais l'Unox et la Jayco Alula ont tout à contrôle. Là, surtout la Unox, on voit 3 coureurs de la Unox aux 3 premières places, puis 2 coureurs de la Jayco. On se dirige donc vers un sprint à 30, à moins que quelqu'un parvienne à faire un coup du kilomètre là. Alex Aramburu, lui, est un petit peu plus loin dans ce groupe, mais bon, vu qu'ils sont que 30, ça coûte pas grand-chose de remonter. Il reste encore 2 km 500. On n'oublie pas qu'on a encore Nelson Poles, Marc Hirschi qui sont bien placés. Maximilian Charman, la Cofidis qui sont 4. Ils sont 3 pour travailler pour Aramburu. On a la Movistar aussi qui tente de se placer aux avant-postes. L'équipier de Magnus Cort en première position, Magnus Cort en seconde. Stefano Oldani pour la Cofidis dans sa roue. C'est intercalé là entre Cort et Michael Matthews en 4e position. Marc Hirschi bien placé en 5e. Covi en 6e. On a Simone Velasco pour l'Astana bien placé. Nelson Poles qui remonte sur la gauche amené par un équipier. Le coureur de la Movistar, je crois que c'est Barrenetxea, l'Espagnol, qui est encore là et qui est également bien placé. On est sous la flamme rouge. Et les routes sont un petit peu plus étroites, attention. Albert Witten Philipsen, le jeune Danois aussi qui est là. 10e position, bien placé. Il n'a pas d'équipier, lui il est tout seul pour la Lidl Trek. Aramburu toujours un petit peu loin. Et c'est toujours la Unox qui mène, c'est incroyable. Là, c'est Versnes, je crois, qui est en tête. Il mène depuis 2 km là. On sent qu'il est vraiment à bout. Mais il faut qu'il reste parce que sinon Magnus Cort il peut pas lancer de 800 mètres là. Faut qu'il attende. On est aux 300 mètres désormais. Qui est-ce qui va lancer? Ça y est, c'est Magnus Cort qui lance le premier. Il pouvait plus. Versnes, Magnus Cort qui a lancé. Mais Michael Matthews qui l'a immédiatement dépassé assez facilement. Derrière, c'est un coureur de la Movistar qui prend. Mais Michael Matthews qui prend la tête. Michael Matthews qui résiste. Attention, Michael Matthews qui s'impose. Michael Matthews qui s'impose. La déception pour l'Unox qui a tellement travaillé. Mais Magnus Cort il s'est fait déposer immédiatement dès le début du sprint. Et ensuite, sur la fin, Michael Matthews, il a un petit peu pioché. On voyait Magnus Cort revenir, mais c'était trop tard. C'est l'Australien qui s'impose, souvent placé, rarement victorieux. L'Australien dans les classiques, et ben là, il s'en a jujune. Eschborn Francfort sera pour le coureur de la Jayco Alula, une équipe qui a aussi beaucoup travaillé. Il n'y a pas que l'Unox qui a travaillé aujourd'hui, il y a la Jayco. Et c'est lui qui s'impose devant Magnus Cort, qui doit quand même prendre la 2e place. Derrière, c'était très serré pour la 3e place. J'ai vu un coureur de la Cofidis, un coureur de la Movistar. On va attendre ce ralenti pour en voir plus clair. Allez, le voici le ralenti. Et en fait, Michael Matthews lance quasiment avant Magnus Cort et c'est pour ça qu'il le dépasse rapidement en fait. Il l'a lancé dans la roue de Magnus Cort et il l'a rapidement dépassé. Les 2 coureurs qui avaient un vélo d'avance sur les autres, c'est le coureur de la Movistar, Barrenetxea, qui vient faire finalement 3e devant Nelson Poles. Et un coureur de la Red Bull, c'est Frédéric Van Daal qui vient faire 5e. Mais ils étaient tous dans la roue l'un de l'autre au final. Les écarts sont assez clairs et nets. Michael Matthews qui a lancé une demi-seconde finalement avec Magnus Cort. Mais il était bien dissimulé et il a pu le dépasser. Magnus Cort l'a jamais revu ensuite. Michael Matthews plus puissant. C'est un final un petit peu avec un virage en plus assez particulier. Et une fois qu'il est devant, Magnus Cort il n'a pas l'espace. Il n'a pas l'espace pour revenir. Les autres sont un tout petit peu plus loin et étaient clairement en dessous de ces deux-là. À 34 ans, Michael Matthews qui vient reporter la 43e victoire de sa carrière et dont plus de la moitié sont en World Tour. Il a vraiment un palmarès impressionnant. Sa première victoire en World Tour, ça remonte à 2011. Une étape du Tour Down Under, c'est dire. C'est vraiment un coureur à la longévité impressionnante. Lui qui compte des victoires aussi bien sur le Giro, sur le Tour de France que sur la Vuelta. D'ailleurs, la plupart de ses victoires sont plutôt des étapes de grand tour que des classiques. Point de vue classique, il n'en comptait pas beaucoup.
des classiques World Tour. J'ai compté que le Grand Prix de Québec, qu'il a remporté à 3 reprises, en 2018, en 2019 et en 2024. Cette victoire-là au Québec était d'ailleurs la dernière victoire de sa carrière jusqu'à présent. Il compte aussi une victoire sur le Grand Prix de Montréal et une autre sur la Bretagne classique. Et c'était tout. Et bien là, il s'adjuge enfin une autre classique avec la course allemande de Eschborn-Francfort. Mais je l'ai dit, il compte plein d'autres victoires. Donc 4 victoires sur le Tour de France, 3 sur le Giro, 3 sur la Vuelta, 3 victoires d'étape ici sur Paris-Nice, sur le Tour du Pays Basque, sur le Tour de Catalogne. Bref, vraiment un palmarès incroyable pour Michael Matthews, qui ajoute une ligne de plus aujourd'hui. Il devance donc Magnus Cort et John Berenechea, qui font une belle troisième place, inattendue quand même, là, l'Espagnol de la Movistar. Le top 10 complété par Nelson Poles 4e, Frédéric Vandal 5e, Albert Witten Philipsen 6e, Stefano Oldani vient prendre la 7e place, Marc Hirschi 8e, Nico Denz termine 9e, et puis Warren Barguil, qui était le seul Français dans ce groupe de 34 coureurs, vient prendre la 10e place. Le seul qui a déçu, on va dire, dans ce final, c'est Alex Aramburu, seulement 18e. Il n'avait plus le jus pour vraiment sprinter et il n'a pas participé, pas plus que Maximilian Charman, 29e. Derrière, ils sont finis à plus de 5 minutes. 5 minutes et 13 secondes exactement pour le groupe où on retrouve Thibaut Nice, Tobias Lund Andresen, Roger Adria. Julien Lafilippe termine encore plus lent, 69e à 6 minutes et 24 secondes. Paul Magnier a fini, mais il a fini loin, 91e et avant-dernier à 16 minutes et 33 secondes, en compagnie de coureurs comme Tinton Teutenberg, comme Mike Tennyson, Max Kanter ou encore Arne Marit. Le dernier, c'est Rob Dont de la Team Picnic PostNL. Et puis donc de nombreux abandons pour Pascal Ackermann, pour Stephen Williams, pour Jasper Philipsen, Laurens Pitty, Sam Welsford, Chase Ball, Tim Wellens. Voilà tous ces coureurs qui n'ont pas terminé aujourd'hui cet Eschborn-Francfort, lâché trop tôt et qui n'avaient plus d'espoir pour finir et qui ont donc préféré lâcher prise. Voilà, c'était la dernière classique de ce printemps. Désormais, on peut se concentrer sur le Giro qui arrive très bientôt. Ça va être le premier grand tour de la saison, évidemment. Un duel entre Roglic et Ayuso. Et aussi le dernier grand tour de Romain Bardet, dont on espère qu'il ira chercher peut-être une victoire d'étape, ce qui serait incroyable, évidemment. Mais c'est pas tout. La présence de Wout van Aert, de Mats Pedersen, de Thomas Pidcock, Mikel Landa, Adam Yates, Giulio Ciccone. Il y aura du beau monde sur ce Giro qui promet et qui commencera cette semaine sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.